Alors dans cette vidéo, nous allons étudier la construction de l'opinion publique dans les démocraties occidentales. Nous verrons dans un premier temps donc l'évolution du concept même d'opinion publique et dans un second temps, nous verrons comment il est possible de mesurer l'opinion publique à travers les sondages. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'opinion publique? Vu que c'est une notion qui a évolué au fil du temps, dans un premier temps, nous allons voir ce qu'était l'opinion publique jusqu'au XVIIIe siècle, surtout au XVIIIe siècle d'ailleurs. À cette époque-là, l'opinion publique, c'était tout simplement l'opinion d'une élite qui était dite éclairée. XVIIIe siècle, je vous renvoie bien évidemment au siècle des Lumières. Alors plus concrètement, l'opinion publique était en fait celle de la bourgeoisie qui délibérait collectivement dans des salons, des cafés, au Parlement, etc. Pour mieux s'en rendre compte, je viens de vous faire apparaître un tableau commandé par Joséphine de Beauharnais qui fixe la scène mondaine du Paris des Lumières. Alors c'est une scène en réalité totalement fictive, car sont rassemblés des ministres, Turgot, Malesherbes, des aristocrates, on a le maréchal duc de Richelieu, des savants, des philosophes, des écrivains, on peut distinguer Montesquieu, Diderot, Rousseau, d'Alembert également, tous sont réunis autour du buste du patriarche de Ferney, autrement dit Voltaire. Et on a dans un petit coin le tragédien Lequin qui fait la lecture de la pièce L'orphelin de la Chine de Voltaire. Alors en fait, pourquoi ai-je sélectionné ce tableau? Parce qu'en fait, il est très caractéristique du concept même d'opinion publique au XVIIIe siècle. L'opinion publique, c'est vraiment celle de la scène mondaine, où l'on a les scientifiques, les philosophes, les aristocrates, les politiciens, qui vont se réunir, ici donc dans un salon, et qui vont débattre, échanger, discuter, soumettre leurs idées à l'épreuve de la critique, critiquer également le pouvoir en place. Bien évidemment, le tout se fait dans un contexte d'opulence. Ici, on est donc chez la salonnière Madame Geoffrin, qui est pour information, enfin qui était du moins pour information, l'épouse du directeur de la manufacture des glaces, que l'on appelle désormais Saint-Gobain. Voilà pour le concept même d'opinion publique au XVIIIe siècle, sachant que, pour autant, l'opinion du peuple n'était pas totalement délaissée. Pour la simple et bonne raison qu'il existait des informateurs, les mouches, on qualifiait ainsi les informateurs parisiens notamment, qui écoutaient en certains lieux publics ce que l'on appelait le bruit du peuple. Autrement dit, c'est tout ce qui pouvait se dire sur le roi, sur les événements. Mais il n'y avait pas vraiment de conscience politique populaire. C'est pour ça, effectivement, que l'on n'en tenait pas compte. Alors, à partir du XIXe siècle, l'opinion publique, le sens, en fait, de cette notion, va évoluer. Comme le soulignait Jean Stutzel, l'opinion publique va devenir un ensemble de jugements sur les problèmes actuels auxquels adhèrent une grande partie des membres d'une société. Plus simplement, ce sont tout simplement les idées, les manières de penser, qui sont partagés par les citoyens au sujet des enjeux politiques, au sujet des dirigeants, des institutions et même de n'importe quel événement qui peut surgir. On voit bien que l'opinion publique, telle qu'elle est conçue à partir du 19e, jusqu'à nos jours d'ailleurs, correspond tout simplement à l'opinion du plus grand nombre. On a une vision universaliste et démocratique, dans la mesure où on considère que finalement toutes les opinions se valent. Alors, comment expliquer l'évolution de l'opinion publique? Tout d'abord, on a l'apparition du droit de vote et de diverses libertés. En 1791, on avait un suffrage censitaire et indirect. Alors, pour information, on avait seulement les citoyens actifs, qui étaient âgés de 25 ans et plus, et qui payaient un impôt direct, donc un cens, bien évidemment, qui pouvaient voter. Le vote se faisait au suffrage indirect. Ça veut dire qu'ils élisaient des électeurs de second degré, qui eux-mêmes d'ailleurs disposaient de revenus plus élevés et qui à leur tour allaient élire les députés. Bien évidemment, il y a eu des évolutions au fil du temps, puisque au milieu du 19e siècle, le suffrage est devenu universel. Cela signifie qu'il n'y a plus de considération financière. Il ne faut plus payer l'impôt, avoir un certain niveau de revenus pour pouvoir voter ou représenter les autres, etc., tout en restant indirect. Il devient réellement universel à partir de 1944. Cette fois-ci, les femmes vont acquérir le droit de vote.
Mais il faut savoir que c'est seulement depuis 1962 que le suffrage est universel direct. Ça veut dire que les électeurs vont voter directement pour élire leurs députés ou bien même, bien évidemment, leur président de la République. Et on a également, à partir du 19e siècle, donc différentes libertés qui vont apparaître. Liberté tout simplement de penser, liberté d'expression, diverses libertés qui vont faire que les individus vont pouvoir, par le biais du vote et des libertés qu'ils ont acquises, émettre des opinions, tout simplement. Deuxièmement, le rôle de l'instruction pour élever le niveau de formation et ainsi avoir des citoyens éclairés. Je rappelle qu'à la fin du 19e siècle, par le biais des lois Jules Ferry, l'instruction est devenue obligatoire. Troisièmement, et c'est un facteur très important, le rôle de la presse, que ce soit la presse d'information, la presse d'opinion. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, en 1881, est passée la loi sur la liberté de la presse. Historiquement, l'exemple que l'on évoque le plus souvent étant bien évidemment l'affaire Dreyfus en 1894. Cela signifie que, petit à petit, les individus ont pu acquérir donc différentes libertés, dont celle d'expression, liberté de vote. Il y a une augmentation de leur niveau de formation. Ils auront ainsi bien évidemment davantage de compétences qui leur permettront de pouvoir mieux réfléchir aux problèmes posés qui les entourent. La presse est désormais présente et elle va pouvoir les informer. Elle va pouvoir également critiquer ce que font les dirigeants. À partir de là, effectivement, apparaîtra le concept moderne d'opinion publique. Alors, concrètement, comment mesure-t-on l'opinion publique? Tout simplement par le biais de sondages. Alors, quand sont-ils apparus? George Horace Gallup, le créateur de l'American Institute of Public Opinion, en 1935, avait prédit la réélection de Roosevelt en 1936 en utilisant un échantillon de la population qui était jugé représentatif. J'explique. À l'époque, aux États-Unis, fin du 19e, début du 20e siècle, la notion de sondage telle qu'on l'entend de manière moderne n'existait pas vraiment. À cette époque-là, on avait ce qu'on appelait des votes de paille. Ça signifie en fait que les grandes revues, par exemple, alors, historiquement on a conservé la Literary Digest, avaient décidé d'organiser, on va dire des sondages, mais un sondage de type aléatoire. Ça veut dire que pour savoir qui allait gagner pour l'élection de 1936 entre Roosevelt et d'un autre côté London, eh bien en fait c'était très simple, hein. On envoyait un papier à des millions de personnes en leur disant bah voilà pour qui allez-vous voter. Les personnes retournaient le papier et puis finalement on appelait cela des sondages et on se disait qu'on avait mesuré l'opinion publique puisqu'on avait demandé à des millions de personnes ce qu'elles pensaient, ce qu'elles allaient faire. George Gallup, lui, était insatisfait par cette méthode. Il s'intéressait énormément aux mathématiques, aux statistiques, à la science politique, à la science de l'opinion, à la sociologie, etc. etc. Il a croisé toutes ces disciplines et finalement, lui, il a décidé de mettre au point le principe d'échantillon représentatif. Ça veut dire que finalement, au lieu de demander à des millions de personnes ce qu'elles pensaient, il a uniquement décidé de créer un échantillon représentatif de quelques milliers de personnes. Alors un échantillon représentatif, ça veut dire que les personnes interrogées auront les mêmes proportions en termes d'âge, en termes de sexe, en termes de catégories socio-professionnelles, en termes de région où elles résident, etc., etc., que l'ensemble de la population. Si par exemple dans la population on a 53% de femmes, dans l'échantillon on aura 53% de femmes. Si dans la population globale on a 35% d'ouvriers, dans l'échantillon on retrouvera 35% d'ouvriers. C'est le principe de l'échantillon représentatif. Et bien, il faut savoir que Gallup avait en fait prédit la victoire de Roosevelt avec 56% des voix, alors que les journaux de l'époque prévoyaient bien évidemment la victoire de son opposant Alf Landon. Bien évidemment, l'histoire a donné raison à Gallup, puisque finalement Roosevelt l'a emporté avec 62% des voix. C'est ainsi que sont nés les sondages d'opinion. Un sondage d'opinion, concrètement, c'est tout simplement une enquête statistique qui vise à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, des souhaits, des attitudes, des comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon. En France, le premier institut a été créé par Jean Stotzel en 1938, c'est tout simplement l'IFOP,
D'accord? L'Institut français de l'opinion publique. Pour la petite histoire, hein, Jean Stotzel avait été aux États-Unis très impressionné, hein, bien évidemment, par les travaux de Gallup. Et quand il était rentré en France, il avait effectivement contribué à la création de cet institut. Les sondages, par contre, en France, se sont véritablement développés après, dans les années 60. Hein, d'accord? Il a fallu la consommation de masse, il a fallu le développement évidemment des technologies, de l'informatique, etc., pour contribuer grandement à cela. Alors, concrètement parlant, un sondage d'opinion repose sur 3 critères. Premièrement, bien évidemment, la construction d'un échantillon. 2 types de méthodes. La méthode aléatoire ou alors la méthode des quotas. La méthode aléatoire, c'est un petit peu la méthode qui était utilisée lors des votes de paille. Hein. Autrement dit, on prend des personnes au hasard. Allez, on va en prendre 300 000. Et puis on va dire, bah voilà, c'est bon, j'ai fait effectivement mon sondage. Sauf que ces personnes qu'on va rencontrer ne sont pas nécessairement représentatives de la population. Si vous allez par exemple dans l'hypercentre parisien interroger uniquement des personnes qui vivent sur place, elles ne sont absolument pas représentatives de toutes les personnes qui vivent en France, qui peuvent vivre au fin fond de la campagne française, dans certaines banlieues, etc. etc. Donc finalement, le résultat sera bien évidemment faussé. La méthode des quotas, c'est ce que j'ai expliqué en fait, hein, autrement dit, on va prendre un échantillon qui est représentatif de la population, autrement dit qui va respecter les proportions qui existent dans la population réelle en termes de sexe, en termes d'âge, en termes de catégories socio-professionnelles, lieu de résidence, etc., etc. Deuxième caractéristique donc d'un sondage d'opinion, il faut faire attention à l'élaboration des questions. Les questions doivent être posées simplement, pas d'ambiguïté dans la formulation, elles doivent être neutres. Exemple, si vous faites un sondage sur la peine de mort, et si vous posez la question que pensez-vous de la peine de mort à l'encontre de quelqu'un qui a lui-même commis un acte criminel, il a tué, il a violé, il a fait un acte terroriste, ou alors si vous posez la question considérez-vous comme normal d'être, on va dire, de juger, hein, d'accord, hein, un criminel en le tuant. Il ne faut pas s'attendre à ce que les personnes répondent exactement de la même manière, car la question n'est pas présentée à l'identique. Dans un cas, il y a une façon de s'exprimer, un vocabulaire spécifique qui va influencer la réponse des personnes qui sont sondées, des personnes qui sont interrogées. Il faut également tenir compte de l'effet de halo. L'effet de halo, c'est tout simplement l'ordre des questions. En fait, on s'est rendu compte qu'en intervertissant certaines questions, on pouvait tout simplement avoir des résultats au sondage qui étaient différents. Troisièmement, les sondages d'opinion intègrent également le fait qu'il existe une marge d'erreur, un biais statistique. Pour information, bien évidemment, les instituts de sondage en France sont dans l'obligation légale de communiquer cette marge d'erreur depuis 2016. Il faut dire qu'on a eu de très mauvais souvenirs avec l'élection présidentielle de 2002, hein, avec au deuxième tour le choc entre Chirac et Le Pen. Personne n'attendait à l'époque Le Pen, hein, tout simplement parce qu'en fait, entre les résultats au premier tour de Le Pen et de Jospin, ils étaient très proches et en fait, ils étaient dans la marge d'erreur, tout simplement. Ce qui a fait que ça a été une surprise pour le grand public, mais d'un point de vue statistique, en fait, ce n'était pas réellement une surprise, puisque comme l'écart entre les deux était très faible, moins de 1,5 à 2 points, automatiquement, il y en avait un des deux qui pouvait se retrouver devant l'autre, mais sans que l'on sache véritablement en fait lequel, tout simplement.